Oh God! Oh Jesus Christ! Oh God! Oh Jesus Christ! Oh God! Oh Jesus Christ! Horror has a face. On est parti pour une nouvelle vidéo de contrebande et je vais faire un petit peu de lecture, tu vois, aujourd'hui. Ça va être marrant. The Wicker Man, Robin Hardy, 1973. Nous, adeptes de chocs psychédéliques, eh bien mordus de l'horreur alternative et d'hystérie complotiste, abreuvés également aux ambiances païennes, nous ne pouvons qu'apprécier la réédition Final Cut par Lost Film du culte The Wicker Man. Un postulat d'enquête policière sur une petite île anglo-saxonne va littéralement vriller. Esthétiquement minimaliste dans sa facture et puis porté par la contre-culture 70s, cet objet transpire une lueur puissante. Ici, l'argument fantastique se heurte au silence divin, le tout dans une étrange confrontation des mœurs et des croyances. Un film au destin trouble, qu'il est plus que bon à voir réexister. Racontons un peu les origines de The Wicker Man. Deux gars de la publicité, d'un côté le réalisateur Robin Hardy et de l'autre un dramaturge prometteur du nom d'Anthony Shaffer, décident d'adapter le roman de David Pinner, The Ritual, publié en 1967. Le pitch est simple, sur Summer Isles, une île écossaise reculée, des disparitions d'enfants alertent la police. Survolant alors les verts pâturages et les eaux impassibles, le sergent Howie, à deux doigts d'être campé par Peter Cushing et finalement joué par Edward Woodward, qui était alors une grosse star de la télévision britannique, débarque en pleine fête de la récolte. Tel une Alice au pays des merveilles, ce cher flic catholique intégriste croisera le lièvre de Mars. Se heurtant à l'étrange mutisme de la population, ce dernier va devoir enquêter sur les rites païens de toute une communauté. Il tentera alors de faire appliquer une certaine idée de la loi, en vain. Greffé à tout ce beau navire, la superstar Christopher Lee en gourou chevelu. L'acteur d'ailleurs qui incarne l'un des visages les plus iconiques de la British Horror marque alors un tournant dans sa carrière après le cauchemar de Dracula de Terence Fisher qui était alors sorti en 1958. Ce dernier il incarnait d'ailleurs un rôle similaire de gourou dans The City of the Dead de John Moxley qui est sorti lui en 1959. Bref, en tout cas cette transition motivée par la peur de la malédiction vampirique qui a su si bien frapper Bela Lugosi traduit un peu cette nouvelle approche horrifique propre aux 70s parce que, outre les coupes de cheveux démentes, on peut voir que les films de secte et d'ésotérisme ont la cote pendant les années 70. C'est vrai, en fait, Roman Polanski, il est quasiment à l'initiative de ça avec sa trilogie du logement que compose Répulsion, sorti en 1965, Rosemary's Baby, lui sorti en 1968, et Le Locataire, 1976. Dans ces postulats, en tout cas, un personnage débarque dans un environnement a priori normal, mais où tous les masques vont petit à petit tomber. On se rend alors compte que tous les protagonistes mènent une terrible machination contre le protagoniste. En revanche, la particularité de The Wicker Man est que les membres du complot sont plus sympathiques que le sujet principal. Aussi, The Wicker Man s'éloigne un peu du cadre anxiogène, un peu urbain des films de Polanski pour plonger dans le folk horror pur. Le folk horror est une horreur qui tourne autour du paganisme et des rituels païens et des forces naturelles. En fait, cet exemple nous permet d'évoquer La Nuit des Maléfices de Pierre Sargard, qui est lui sorti en 1971. Nous préférons quand même son titre original The Blood on Satan's Claw, que l'on peut magnifiquement traduire par Le sang de la griffe de Satan. Au XVIIIe siècle, les habitants d'un petit village d'Angleterre semblent soudain possédés par le diable. Linda Hayden, ado angélique aux traits juvéniles et à la beauté plastique, est alors effrayante d'ambiguïté. Elle joue de la flûte, influence les jeunes êtres et les mène dans un grand sabbat. Des scènes d'orgies démoniaques au cours desquelles se succèdent tortures, sacrifices humains, et ceci dans le but d'invoquer un démon aussi griffu que poilu. Le film nous offre alors des séquences de viols bizarroïdes, enjouées de rites festifs et de danses agressives. Le malaise, propre à ce genre si particulier, provient du regard de la foule sur ces scènes. Et The Wicker Man, lui, s'inscrit dans la suite logique des pionniers du genre. L'horreur côtoie l'esprit de son époque, ce souffle de liberté teinté d'un profond pessimisme. En un mot, la désillusion. D'ailleurs, citons l'article The Wicker Man par Prof Thibault qui a été publié dans le Mad Movie numéro 342 d'octobre 2020. On cite « Le résultat de cette politique de l'inversion aboutit à un scénario qui ne ressemble à rien de connu, une sorte de traité anti-horreur plus proche de Marcel Aimé que de Bram Stoker. » En tout cas, dans l'air et sûrement favorisé par un budget réduit, Robin Hardy obtient carte blanche. Et faible est de dire que le résultat en devient quasi inexplicable. D'ailleurs, certains plans de The Wicker Man me font littéralement bloquer. Il faut savoir que le caractère expérimental et viscéral du film fait que quelque chose d'insaisissable déborde.
L'aspect foutraque qui fait sa force est à l'antithèse de la maîtrise maniaque de Midsommar. À l'instar de Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, giallo fantastique réalisé par un Britannique à Venise. Je vous invite d'ailleurs à lire une critique que j'ai écrite autour de Ne vous retournez pas, publiée sur le webzine Fais pas genre. Le rendu se présente sous la forme d'une mosaïque baveuse et va même piocher sa picturalité sur différentes frontières, notamment par le biais de l'érotisme et de la musique. Par exemple, une séquence d'orgie nocturne de jeunes éphèbes près d'un cimetière n'est pas sans rappeler cet hallucinant désert, garni de couples en plein ébat dans le Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, 1970. Et même certains plans de l'hypnotique Inferno de Giuseppe Di Liguoro et de Francesco Bertolini et Adolfo Padovan, sorti en 1911. Un film que j'ai découvert récemment et c'est sûrement un truc qui va me marquer à vie. En tout cas, une simple séquence comme celle de l'orgie près du cimetière signifie déjà tout le rapport qu'entretient cette communauté avec la mort et la résurrection. Procréer sur les pierres tombales se prouve être un transfert de chaleur paradoxal et gicle sur le sujet de la réincarnation des corps pourrissants. La semence, le fécond côtoie l'offrande. Les rites des insulaires se basent sur une croyance célébrant la vie, ce qui est loin d'être aussi absurde qu'un monothéisme basé sur l'absence d'un dieu mort. En vénérant la reproduction, la mort n'existe pas, puisqu'elle s'insère dans le cadre de l'intervention naturelle. Voilà pour le côté un peu éthique, mais plongeons un peu dans la musique. L'incroyable et frivole BO composé par Paul Giovanni s'inspire des anciennes ballades anglaises chantonnées par les druides. Parce que la musique est importante pour les anciennes religions, elle est en fait la voix qui incarne cette communauté. C'est même le cas dans une messe, je pense que les messes seraient moins passionnante sans orgue, non? Ainsi, Robin Hardy a vraiment digéré toutes ses recherches autour des religions au pluriel, puisqu'il revient à des images de la culture populaire, tout en dessinant une opposition au christianisme, et force est de dire que paganisme et rites païens ont bien été rejetés, accusés, démantelés par les catholiques. En tout cas, loin des fantasmes judéo-chrétiens, parce qu'en fait, dans The Wicker Man, on est plus proche de l'anthropologie ethnographique, l'occultisme devient ici une espèce de cérémonie festive qui cherche à renouer avec les forces essentielles de la nature. La crainte et l'admiration sont tournées vers le vivant, on assiste à une réinversion des valeurs, et c'est exactement le même procédé employé dans les années 70 avec la figure de la sorcière. Celle-ci revient, quitte son balai pour incarner une idée du folk horror, avec son lot de vertus naturelles et d'influences psychiques, en ingurgitant plantes et champignons, voire en léchant des crapauds. Now, in he goes. And out he comes. There. Now, that didn't hurt much, did it? En tout cas, en filmant son carnaval débridé comme un documentaire, The Wicker Man transpire de cette hystérie collective. D'ailleurs, les vibrations des corps apportent vraiment une dimension sensitive aux images. On nous offre un véritable voyage initiatique à l'antithèse du coloré The Trip, mais tout aussi puissant que Easy Rider. Robin Hardy nous manipule pour aboutir à un immense sabbat. Toutes les séquences de fêtes et de sacrifices dans la dernière partie du métrage ont d'ailleurs à voir avec le road movie matriciel de Dennis Hooper, puisqu'en fait elles vont presque propulser son spectateur dans un état de fébrilité proche de la très perturbante scène de bad sous LSD dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans. En fait, Robin Hardy nous manipule pour aboutir à un immense sabbat. Pour d'autres gens, ce qu'on considère comme un chaos cauchemardesque peut finalement s'avouer être le début de la liberté. Par la foule, l'individu s'exorcise de ses propres monstres. Voilà pourquoi les villageois masqués demeurent effrayants de crédibilité, une ambiguïté bien humaine, dirons-nous. En tout cas, c'est cette essence du carnaval et de la comédie noire que peine à raviver le caractère parfois grossier et caricatural de cinéastes, que j'appelle des cinéastes de l'hommage, comme Rob Zombie ou Alex de la Iglesia. En fait, dans The Wicker Man, leurs actions nous sont retranscrites par le biais d'un regard athée à la limite du cynisme. Le trouble est vraiment permanent tout du long de cette thèse des religions comparées. Le malaise intérieur quasi surnaturel et pourtant bien rationnel provoque désorientation, peur et fantasmes jusqu'à atteindre l'épuisement. En réalité, ce sujet spirituel, politique et métaphysique redéfinit l'espace fragile entre sauvagerie et civilisation. Le sujet de la loi tombe des nues lorsqu'il prend conscience des atroces barbaries païennes réalisées par les habitants de Summer Isles. Ce qu'il perçoit, c'est Babylone, soit la décadence d'une société. Mais notre cher flic Howard se trompe, car les insulaires dans le fond ne sont que de maigres résistants face à l'envahisseur mondialiste. Nous percevons leur rite animiste comme un geste désespéré, une réaction contre le fruit d'une injustice. L'île souffre de son isolement et de son manque d'ancrage dans le commerce international et l'exportation. Les récoltes étant mauvaises, la faim opérant sûrement quelques sautes d'humeur,
on peut comprendre l'envie de sacrifice humain pour, on va dire, secouer les énergies fertiles. Jadis, les récoltes régissaient la ville. Et bien désormais, les aliments ont des couleurs fades et les villageois tentent d'adapter les cultures aux conditions locales. Selon les dires de Lord Lee, il serait capable de rendre cultivable un sol volcanique. Il est fort ce Christophe. Sa doctrine agit comme l'opium d'un peuple. En réaction, la résurgence de traditions païennes n'est que le fantasme d'un autre temps qu'on peut, peut-être, regretter. Une époque où l'on pouvait décapiter la Vierge et retirer la peau d'un enfant. Bref, pour toutes ces raisons, The Wicker Man est qualifié de Citizen Kane de l'horreur par la British Film Institute, étiquette que nous contesterons quelque peu parce que pour nous le film s'échappe du genre pour devenir effrayant de crédibilité. Dans le fond, Robin Hardy signe un film d'auteur horrifique qui n'exclut pas une grande portée commerciale et un gros potentiel de merchandising. C'est donc du pain béni pour Peter Snell à la production qui tente de jouer dans les plates-bandes de Roger Corman, l'un des papes du cinéma indépendant. En revendiquant comme lui son amour de la série B et en distribuant des œuvres européennes, Fellini, Truffaut, Bergman, et justement d'ailleurs, Roger Corman a déclaré au sujet de The Wicker Man, à un niveau c'était un film fantastique avec peu d'horreur, et à un autre niveau, il était plus intelligent que la plupart de ce type et pouvait être vendu non pas nécessairement comme un film d'art, mais comme une sorte de film vaguement supérieur dans leur genre. Et pourtant, il serait fou de taire la vie atypique de The Wicker Man. Au total, on compte 6 semaines de tournage, Christopher Lee travaille sans frais pour compenser un budget alloué par la British Lion bien trop faible, Edward Woodward perd l'un de ses orteils à cause du froid, et puis bon voilà, il y a plein d'autres anecdotes et autres fantasmes autour de The Wicker Man, et notamment celui autour de l'actrice Britt Ekland, véritable Aphrodite, irrésistible déesse de l'amour, et de son petit ami le chanteur Rod Stewart, qui aurait tenté d'acheter toutes les copies pour ne pas rendre visible la délicieuse plastique de sa belle. Mais si l'homme d'osier est devenu au fil du temps un fétiche des amoureux du fantastique, c'est surtout grâce au travail de passeurs qui ont tenté de préserver le mystère du culte. D'ailleurs, je tiens à adresser un grand merci à Alain Schlokoff, rédacteur en chef de la revue L'écran fantastique, qui a permis en fait la venue de The Wicker Man en France grâce à son festival de Paris. C'était dans les années 70, bref, un grand monsieur. Enfin, n'oublions pas aussi Jean-Pierre Dionnet, sans qui nous ne saurons rien à Contrebande. Il se peut que certaines choses à l'état naturel présentent de vives couleurs. Mais aujourd'hui, vous allez écouter une interview de Mark Ollery, qui est à la tête de Lost Film, le chercheur de films perdus, qui se bat depuis 2 ans pour rendre visible The Wicker Man, notamment aux provinces. Merci au Dietrich, Cinéma de Poitiers, d'avoir diffusé The Wicker Man. Et puis merci bien sûr aussi au Grindhouse Paradise d'avoir défendu The Wicker Man bien avant certains confinements. Grâce à tous ces passeurs, The Wicker Man ressurgit dans notre époque ambiguë. On peut d'ailleurs citer le festival The Burning Man, le clip Burn the Witch de Radiohead. L'homme d'osier est définitivement une icône picturale et spirituelle au-delà du simple film. Voyez donc ce qu'il reste de ses cendres dans cette tendance actuelle de réappropriation un peu fantasmée des 70s. Parce qu'on a eu quelques productions d'horreur contemporaine qui ont cherché à renouer avec ce caractère pessimiste, proche du nihilisme, avec une noirceur quasi élémentaire. C'est ce que certains qualifient d'elevated horror pur, ce que nous préférons nommer post-horror. On retrouve ça dans un certain cinéma indépendant américo-britannique. Ben Whitley par exemple tourne des séquences de masques en osier avec Kill List en 2011, et son prochain In the Earth, ou peut-être qu'il est déjà sorti, raconte le périple de 2 scientifiques en quête d'un vaccin pour contrer un virus, qui vont se perdre dans une forêt et se faire attaquer par un droïde. Mais aujourd'hui, le plus bel exemple de réappropriation contemporaine du folk horror, c'est très certainement le Midsommar d'Ari Aster, sorti en 2019. Pourtant, le second film du cinéaste, chouchouté par A24, ne se revendique clairement pas comme un remake suédois de The Wicker Man, tout comme Hérédité, qui lui était un peu comme une variation virtuose autour de Rosemary's Baby. Et à la fois, n'oublions pas aussi la résurgence des réseaux sociaux, qui a fait fleurir moult images du film de Robin Hardy en tentant de prouver un quelconque plagiat de la part d'Aster. Bon, il est vrai que les productions A24 revendiquent un étendard païen sous forte influence digérée, du folklore américain au cinéma d'auteur sensualiste européen, et d'ailleurs quelques années avant Hérédité, c'était Robert Eger qui larguait le dément The Witch en 2015. L'auteur de The Lighthouse 2019 y avait distillé des bribes de réflexion autant politique, la condition de la femme, la famille fracturée, l'exploitation des ressources, que psychanalytique et surnaturelle, la croyance autour de légendes de sorcières en Nouvelle-Angleterre. Interrogeons-nous donc sur cette résurgence du paganisme dans les productions d'horreur d'indé contemporaines. Ceci peut certainement traduire une période bizarre, marquée par un malaise sociétal, parce qu'aujourd'hui les dérives complotistes, le choc des civilisations, le nationalisme ambiant rendent The Wicker Man encore plus vif. Récitons une dernière fois l'article de The Wicker Man par Prof Thibault, je vous rappelle, Mad Movie numéro 342. Depuis belle lurette, Dieu agonise et Dame Nature et ses divinités reprennent
prennent la tête du peloton. La faute sans doute à une époque opaque, hantée par le spectre d'un effondrement économique et social. Parce que si Dieu ne peut plus nous sauver, le pouvoir des fleurs le fera peut-être. Bref, c'est le grand retour au terreau ancestral, aux racines pré-romaines et pré-saxonnes, un comeback qui s'accompagne bien évidemment d'une certaine idée de la communauté, de rituels étranges et de coutumes ancestrales. Le paganisme et ses représentations sont le symbole d'une permanence séculaire qui ressurgit sous bien des formes. Celle-ci ne se calque pas sur une vision imposée du monde, mais l'idée de confrontation, l'individu contre la masse, foi contre foi, n'est-elle pas là la limite? Le choix nous est laissé, écraser les autres ou se battre pour la survivance des savoirs. La confrontation est un point de vue très occidental. C'est un vrai biais contemporain, nous rappelle Gaël Gédikian, en charge de l'exposition Magie et sorcellerie au Muséum de Toulouse et de Lyon. Bref, dans une période où tout se mêle et où les inverses embrassent les contraires, tout se dénature, et prenons entre autres ces dérives fantasmées ou non de riches élites s'adonnant à des actes cannibales dans le but d'assouvir leur jeunesse éternelle. Tiens, c'est vrai qu'hérédité et son couronnement du roi Paimon, littéralement le dieu argent, symbolise la notion de prospérité et de possession physique, spirituelle et matérielle, dans le seul but d'assurer gloire et sécurité à la lignée. Bref, replaçons le microcosme dans le macrocosme. Malheureusement, The Wicker Man raconte un désastre, ou quand la recherche folle d'abondance sur un sol aride se mue en tentative désespérée de conserver une indépendance et un nationalisme culturel, parce que le maigre sacrifice humain de ces villageois n'est rien comparé à la perte d'une civilisation. Dans le fond, entre amour et crainte de la nature, qui est le moins éclairé? Et l'ultime séquence finale, demeurant dans des décors extérieurs somptueux, offre un crépuscule sublime, tout aussi foudroyant que le dernier plan apocalyptique de Massacre à la tronçonneuse, Toby Hooper 1974, la danse de la mort à l'aube. En tout cas, The Wicker Man lui enterre définitivement son procès de deux fanatismes par ce visage inquiet de la population qui ne perçoit que trop mal la hauteur de leurs gestes. Avant d'être calciné dans l'homme d'osier, le sergent Howie hurle à la foule « Pensez à ce que vous faites » pour tenter de stopper la crise. Évidemment, la malédiction frappe, à la fin il ne reste que le silence et l'absence de réponse de ces puissances ancestrales qui nous gouvernent. Dans le fond, peut-être que le sergent Howie était curieux de voir l'au-delà, peut-être en a-t-il appelé à sa propre fin, car la peur camoufle bien souvent une pointe d'admiration. En attendant le plus grand des feux du soleil de midi à minuit, ouvrons-nous aux influences régénératrices, ne nous abandonnons pas trop à notre folie, tant de choses elle nous montrera. Allez tout de suite écouter cet entretien réalisé par Marc Ollery. Je tiens à remercier Amélie Dudietrich d'avoir permis cette rencontre avec Marc Ollery. On salue encore nos amis du Grindhouse Paradise. Et quant à nous, on se dit à très bientôt dans Contrebande. Mais que faites-vous du vrai Dieu? Celui pour lequel les églises et les monastères ont été bâtis sur cette île par les générations passées. Alors, monsieur, que faites-vous de lui? Lui, il est mort. C'est tant pis pour lui. Il a eu sa chance. Et pour parler comme aujourd'hui, il s'est planté. Cher Marc Ollery, comme je te disais tout à l'heure, la première fois que je t'ai vu, donc c'était à Toulouse quand tu avais présenté The Wicker Man, et j'ai été recroisé, petite anecdote, à Lyon, au Festival Lumière, ouais. À l'entrée de The Amusement Park. Je trouve que c'est une anecdote qui est quand même assez, qui n'est pas anodine, puisque The Amusement Park, The Wicker Man, en fait on voit en ce moment qu'il y a vraiment une démarche un peu... Il y a beaucoup de petites pépites comme ça qui ressortent et qui arrivent un peu à se greffer une petite place en salle. La preuve aujourd'hui, même en province, on peut voir The Wicker Man, ce qui est déjà presque un petit miracle. Et du coup, je veux te parler de cette approche de Lost Film, cette approche justement un peu, je dirais presque d'archiviste, de sortir comme ça des fondations, vraiment de creuser dans les fondations du genre. Est-ce que c'est vraiment la démarche avec Lost Film? J'ai envie de dire que c'est un heureux hasard en fait. Ce que je disais tout à l'heure pour présenter le film, ma société s'appelle Lost Film, donc les films ils sont perdus ou pas. Là, celui-là en l'occurrence, en plus d'être perdu, il était très, très maudit, puisqu'il a failli vraiment ne jamais voir le jour ou rencontrer les spectateurs. Et puis en tant que distributeur, je suis juste un passeur, c'est-à-dire que quand on fait du cinéma de patrimoine, comme on dit, c'est des films qui existent déjà et qu'en effet, ils ont eu un destin. Et on décide de les remettre à nouveau en salle, de travailler pour que ce soit des films comme les autres qui rencontrent à nouveau le public. Et ce que tu racontes sur Amusement Park que Potemkin vient de découvrir et dénicher et déterrer, c'est vraiment un film qui est né du confinement. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de ce film-là très récemment et eux se sont positionnés avec
la compagne veuve de Romero pour l'acquérir et le sortir. Et moi, le film, c'était un film aussi confiné parce qu'il était prévu à plusieurs moments et à force d'attendre, il a gagné aussi un petit peu en notoriété parce qu'il y a eu un beau travail de redécouverte de la presse. Le film devait sortir en novembre dernier, donc il y a eu un vrai enthousiasme. Mais j'ai envie de dire que oui, ce film, les films naissent pas tous sous la même étoile, et celui-là, il est vraiment, vraiment maudit, dans le sens que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le film a été produit en 1973, comme Amusement Park aussi. C'est un vrai heureux hasard, on ne l'a pas fait exprès. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que Potemkin a ressorti l'année dernière Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg de 1973, et c'est un film qui était présenté en double programme avec Wickerman quand il est sorti enfin en salle en Angleterre, parce que le dessin de Wickerman était très compliqué. Le film, qui est un premier film de Robin Hardy, qui est vraiment atypique, qui est un ovni, alors il a une star, qui est Christopher Lee, le cinéma de genre. Christopher Lee qui je crois en plus sortait du cauchemar de Dracula. C'est ça. Qui avait peur de se retrouver cantonné dans ce rôle du vampire. Il était toujours dans cette série de films qu'on fait sa renommée, son prestige, et à l'époque la Hammer, qui est une maison de production anglaise, est un peu sur le déclin, se réinvente, propose d'autres choses. Donc on est dans le Dracula toujours un peu gothique, mais on commence dans le cinéma de genre à insuffler ces années 70, donc des choses un peu plus critiques, un peu plus érotiques aussi. Et donc ce film Wickerman, quand il se fait en 1973, il est un peu aussi dans cette lignée-là, c'est-à-dire un peu indéfinissable. Ça parle de religion, c'est une enquête policière, il y a de la musique, il y a un petit peu d'érotisme aussi. Et quand le film est fini, la petite maison de production qui s'appelle British Lion se retrouve rachetée par une plus grosse structure, EMI, qui était plutôt dans le disque et qui commence à spéculer sur de l'immobilier, racheter des studios de tournage et puis des lots, des terrains, et donc rachète la British Lion comme ça, et des catalogues de films. Et quand EMI découvre le film, ils veulent absolument pas en entendre parler et sortir. Et alors la légende veut que ce soit Christopher Lee qui, très en colère, décide d'aller proposer le film au festival fantastique de Paris. Mais je crois que la vérité, c'est plutôt son fondateur, Alain Schlokhoff, qui après... Il est en 75 en plus, je crois. 74, là, on est. Parce que le film est tourné à l'automne 73, et donc il date de 73, mais il a commencé à être montré en 74. Dans son fameux festival du film fantastique. De Paris. Donc Alain Schlokhoff, pour les amateurs de genre, évidemment, c'est le fondateur de l'écran fantastique, qui est toujours... rédacteur en chef, encore toujours. Toujours rédacteur en chef, et puis c'est une revue qui, même en plein confinement, a continué de publier, quoi. Même s'il n'y avait pas d'actualité ou de sortie de salle. C'est ça, je pense, aussi la force de ce cinéma-là. C'est un cinéma de genre sur lequel on peut toujours se repencher, faire des hors-séries, des dossiers, etc. Et donc, le film, en étant proposé à Paris, remporte le Grand Prix, si bien que d'un seul coup, évidemment, comme toute bonne société ou PDG de société, il commence à se dire chez EMI, peut-être qu'il faudrait qu'on le sorte. Et en fait, le film sort en Angleterre à une seule condition, c'est qu'on le réduise un petit peu pour qu'il soit exploité en double programme, comme ça se faisait encore à l'époque, c'est-à-dire que une série A, une série B. Voilà, il y a un film de prestige. Donc là, en l'occurrence, le film de prestige, c'est Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas, qui se passe à Venise. Donc il soit aussi un peu bizarre, étrange. On est dans du fantastique. Giallo. Voilà. C'est un cinéaste britannique qui influence vers le giallo, c'est assez fascinant. On est dans un moment un peu où presque. C'est pas tout à fait défini. C'est du fantastique, mais on n'est pas dans le fantastique en effet du vampire, des extraterrestres ou des bébêtes. Justement, ce que tu disais tout à l'heure avec le personnage de Christopher Lee, c'est qu'on s'éloigne des monstres comme on avait pu voir dans les années 50, 60, à la les personnages mythiques de la Hammer, et puis toutes ces adaptations, que ce soit les Frankenstein, les Dracula. Je trouve qu'en renoue, en fait, le fantastique va se heurter à une espèce d'âpreté bien humaine, parce que, et on le voit avec le personnage de Christopher Lee, par exemple, à la fin du film, il y a vraiment une ambiguïté dans le film The Wicker Man, bien sûr. Où en fait le monstrueux provient de l'humain. On en revient aussi un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand tu parles de Romero, c'est-à-dire que Romero, son cinéma, il se base sur quelque chose de très contemporain, et la société d'aujourd'hui, une fois de plus, pas ce qui se passe d'une planète ou d'un vaisseau spatial qui déboule, c'est notre société, elle est comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait et comment on la raconte. Et je pense que à la fois Amusement de Park, même Ne vous retournez pas, c'est aussi, ça raconte la crise d'un couple en fait, autour de la perte d'un enfant, et tout ça dans un lieu qui est mythique comme Venise, qui a été filmé un nombre incalculable de fois. Et The Wicker Man, c'est pareil, il y a des filiations. Alors là, on n'est pas à Venise, mais on est dans une île imaginaire qui s'appelle
samouraïs. Là. Et on raconte aussi, je pense, la société de l'époque, c'est-à-dire à la fois ces contradictions entre des communautés, la ville, parce qu'on a un policier qui déboule, on va dire, de l'Empire britannique. En plus, presque un intrus, et après, voilà. c'est côté de conquête. Il arrive pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Et en se croyant tout puissant avec ses règles policières. Il a, disons, ses méthodes, et il met les pieds dans une société qui n'est pas la sienne, des références qui ne sont pas la sienne, une société plus libertaire, où on parle de sexe à l'école, une société où on fait la fête, où on célèbre la nature. Enfin, un peu l'antithèse de, j'ai envie de dire, le côté très anglican et très anglais. D'ailleurs, dans tout ce rapport aux années 70, comme on a largement évoqué, il y a des plans qui me font vraiment briller dans The Wicker Man, où je me dis que c'est vraiment une pépite des années 70, mais qui mérite à être encore plus montrée aujourd'hui. Et par exemple, dans certains plans, moi je pense également à Massacre à la tronçonneuse, dans ces plans crépusculaires, presque apocalyptiques à la fin du film. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de comédie musicale. Il y a le film, des fois, l'orgue presque vers la comédie musicale. Et quand on pense aussi, alors que je retrouve, ah oui, aux orgies, tu as parlé de sexe aussi. Moi j'imagine, j'ai les souvenirs même de presque l'Inferno, une adaptation de l'Inferno de 1911. On pense même à Zabriskie Point, ces scènes d'orgie dans le désert. Et c'est exceptionnel de voir que The Wicker Man s'inscrit là-dedans, et on ne sait plus vraiment du coup qui a nourri qui, quoi. Et il a cette manière en plus d'utiliser le genre qui est vraiment le genre, c'est-à-dire il y a quand même l'enquête, comme on a dit, aussi le film de complot à la Rosemary's Baby. Mais on voit qu'il y a quelque chose de plus qui déborde, je trouve, de The Wicker Man, quelque chose un peu d'imperceptible. C'est un film à trois têtes, j'ai envie de dire. En fait. Les deux principales, c'est évidemment Robin Hardy, le réalisateur, et son scénariste Anthony Shaffer. Et il y a aussi un personnage qui est important, qui est la vraie star, même s'il a un rôle secondaire, c'est Christopher Lee. C'est-à-dire que le film ne peut pas se faire sans les trois personnages. C'est-à-dire qu'au tout départ, il y a l'envie d'adapter un roman qui s'appelle The Ritual. Donc chacun met un peu d'argent pour l'acheter, préempter les droits et l'adapter. Et après, au fur et à mesure, chacun va un petit peu... vont chacun amener leur petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire que Robin Hardy, lui c'est un premier film, avec Anthony Shaffer, le scénariste, ils se connaissent bien. Ils avaient créé une société de production. Ils faisaient des films institutionnels, des films publicitaires. Ils en avaient un petit peu marre d'être au service d'autre chose. Ils ont des envies un peu plus artistiques et esthétiques. Et Anthony Shaffer, c'est déjà à l'époque un jeune dramaturge à succès. Il vient de faire Le Limier pour le théâtre. Et la même année, en 73, c'est assez dingue quand on y pense, au cinéma, autour de l'année 73, entre le moment où se font les films et les moments où ils sortent, il écrit pour le cinéma, donc il adapte Le Limier pour Mankiewicz. Il va écrire avec Robin Hardy The Wicker Man, et en fait il n'assiste pas au tournage de Wicker Man parce qu'il est appelé à New York pour aider Alfred Hitchcock à écrire Frenzy. Donc on est dans vraiment des films mythiques. Bon, après c'est vrai qu'on est dans un Hitchcock fin de carrière. Pourquoi c'est important? C'est que quand on sort du film The Wicker Man, il y a cette sensation, comme le personnage principal, on est spectateur d'une enquête policière. Donc ça, c'est le côté très Anthony Shaffer. Et on est un peu manipulé par une histoire qui nous dépasse, mais qu'on a envie de savoir. On a envie d'avec lui d'enquêter. Mais là où c'est encore plus paradoxal et bizarre comme sensation pour le spectateur, parce que tout à l'heure, on va faire découvrir justement Midsommar, qui repose aussi là-dessus, c'est on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on vient pour mener une enquête, on déboule dans une communauté qu'on ne connaît pas, et on ne se rend pas compte un petit peu du piège dans lequel on glisse. Et ça, c'est le côté très manipulation. L'homme est un loup pour l'homme. Le côté The Game, comme dans le sens du film de David Fincher, ou The Most Dangerous Game, des choses du Konzerov, c'est-à-dire que le gibier de l'homme, c'est l'homme en fait. Et c'est ce que raconte aussi un petit peu The Wicker Man, et ça, c'est la touche vraiment d'Anthony Shaffer. Et après, la touche importante de Robin Hardy, c'était quelqu'un qui était très passionné par les religions, l'ésotérisme, parce qu'il a fait beaucoup de recherches autour de ça. Il voulait faire quelque chose d'assez critique sur la religion en fait. Il y avait même le principe l'idée de faire une trilogie. The Wicker Man étant le premier, il y avait un autre film qui s'appelle The Wicker Tree qui a eu lieu, qui s'est fait mais beaucoup plus tard, et encore un dernier film qui fait encore critique sur un aspect critique de la religion et de l'impact qu'elle a sur nos sociétés. En plus, on sent que la manière qu'il a de traiter l'ésotérisme, il y a je dirais pas un pragmatisme, mais c'est presque filmé comme un documentaire. Il y a même des scènes, j'ai en tête cette scène où une maman donne une grenouille pour soigner une fille. C'est en fait un savoir ancestral, et ça paraît le personnage principal voit ça comme de la sorcellerie. Oui, c'est ça en fait, mais tu as raison. C'est comment les religions européennes de quoi elles découlent, de quoi elles naissent, et c'est toujours l'opposition entre le païen et le religieux. En fait, le solaire aussi. Le solaire, le dieu unique et plusieurs dieux, la nature qui gouverne le monde, ou un dieu qui gouverne la nature et les hommes. Et on est dans le nœud de tout ça. Le
le principe du film, c'est justement de proposer une alternative à ce qui était l'habitude pour la plupart, je pense, des Anglais. Hein. Cette société, cette île Summer Isle, elle n'existe pas. Mais par contre, toutes ces religions, toutes ces traditions, voilà, c'est des choses qui baignent toutes les cultures, et plein de petites villes, villages celtes, anglo-saxons, ou des villages scandinaves, ou allemands, ou même en France, quoi. D'ailleurs, on parlait aussi de Romero, je crois qu'en 73, il a sorti Season of the Witch. Oui. Donc on est aussi dans deux manières de s'approprier l'ésotérisme, mais d'une manière quand même vachement psychanalytique, en tout cas pour le film de Romero, parce qu'il a des séquences oniriques. Et j'aimerais vu que tu as aussi évoqué Midsommar, qu'on s'intéresse à ce revival paganique. Comment est-ce qu'on pourrait un peu le justifier aujourd'hui? Bon, je pense qu'on a quelques pistes de lecture vu le contexte, mais on sent que le cinéma a aussi beaucoup indépendant horrifique américain, donc beaucoup A24, donc Robert Eggers, The Witch, Ari Aster, Hérédité, qui avait été déjà un peu un remake de Rosemary's Baby dans un sens. On sent qu'ils veulent renouer avec justement ces espèces de rituels païens, cette crainte presque de la nature, et une noirceur très inspirée quand même des années 70. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette espèce de revival? J'ai le sentiment que de nos jours, quand il y a des films qui sont produits, même s'ils sont critiques, ça se finit quand même assez bien. Ouais. Dans les années 70, on allait jusqu'au bout d'une logique, c'est-à-dire que, oui, à la fin, Rosemary's Baby, elle enfante vraiment le diable, quoi. Et Midsommar, ou Wicker Man, ou Hérédité, à la fin, devant le silence. Voilà, on est cloué, quoi. Voilà, on ne va pas aller plus loin pour trop raconter les choses. Mais c'est important parce que je pense qu'ils vont jusqu'au bout d'une idée qui était permise dans les années 70 et qu'on a un peu perdu dans le cinéma de maintenant, c'est-à-dire avoir de l'audace et aller jusqu'au bout de cette audace-là. Et après, alors ce qui est important, c'est que The Wicker Man, c'est un film qui est un tout petit film, hein. C'est un premier film, il y a très peu de moyens. Et là, on est dans des jeunes réalisateurs. Quand tu parles de la société A24, c'est vrai qu'avec Hérédité, c'était le film qui les a révélés, et puis ils ont continué un peu à diriger la production, alors soit dans le genre, soit dans autre chose. Mais c'est vrai qu'ils ont fait les films de David Robert Mitchell. It Follows. Voilà, pardon, j'avais un problème sur les noms et les prénoms. Mais moi, c'est vrai que j'avais adoré It Follows et ça m'avait assez glacé parce qu'on est dans de l'horreur contemporaine, même si et ça prend en fait. C'est-à-dire qu'on est jusqu'au bout, on veut savoir, on veut comprendre. C'est le rêve, c'est la réalité. Il y a de l'horreur, il y a du sexe, il y a du gore aussi des fois qui surgit. Si cette approche de psychanalytique où les monstres peuvent très bien trouver une justification tout à fait dans la nature humaine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, oui, c'est pas les monstres de la guerre froide, c'est pas le danger atomique, c'est pas les bébêtes de l'espace, c'est le monstre est humain en fait, il est parmi nous. En 73, quand j'ai pas lu d'interview d'époque de Robin Hardy, mais c'est vrai qu'il arrive à un moment qui est charnière, qui est l'après Nuit des Morts Vivants, l'après Rosemary's Baby. Quand on pense à l'autre film de cette même année, Ne vous retournez pas, on est dans quelque chose de très fouillé, très documenté, et on y croit parce que c'est comme le cinéma du Nouvel Hollywood, on tourne la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire on la fantasme pas, on la déguise pas, on n'est pas en studio, on montre les choses. Et là, ce qui est encore plus parlant, tu le disais tout à l'heure, c'est dans Wicker Man, c'est la façon dont on constitue cette communauté, c'est-à-dire qu'il y a quelques comédiens professionnels, tournent cette île qui n'existe pas dans plein de petits villages écossais, et tout le monde participe avec des comédiens non professionnels, et puis les chansons, c'est pareil, ça nous renvoie vers la tradition, parce que les chansons qui irriguent tout le film sont des fois certaines issues de chants traditionnels du 19e siècle. Sur le côté, pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté comédie musicale, là aussi on a des comédies musicales qui sont pas uniquement festives, c'est des comédies musicales, et c'est des chansons qui vont aussi écrire et raconter l'histoire, la commenter et nous faire intervenir comme spectateurs sur ce qui va se passer après. Justement, vu qu'on parlait de notre époque un peu actuelle, je sais que Midsommar a eu un remake apparemment peu recommandable. Ah non, Wicker Man, tu veux dire. The Wicker Man. Bon, Nicolas Cage s'est un peu rattrapé dernièrement, je trouve, avec Colors Out of Space, qui est vachement barré, adaptation un peu Lovecraftienne. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est ça, c'est le monstre est humain. Du coup, à l'ère des dérives complotistes, du choc des civilisations, du nationalisme ambiant, est-ce que The Wicker Man qui ressurgit aujourd'hui, justement, en quoi il est encore plus actuel presque aujourd'hui? Moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, ce qui m'a plu, c'est ce côté
enquête policière au départ, parce que on parle du film comme un film fantastique, mais voilà, il est fantastique parce qu'il a eu le grand prix du film fantastique, mais il n'est pas plus fantastique que Merci ça. Alain Schlockhoff. Voilà, mais voilà, c'est un super beau label pour l'avoir fait naître. Non, le film, il est très, comment dire, moi, ça, par exemple, ça m'a renvoyé à toutes ces histoires autour des sectes aussi, parce qu'il y a ce côté-là, en fait, il y a ce côté suivre quelqu'un, enfin, Lord Summeray, Christopher Lee, c'est un gourou, quoi, presque. C'est-à-dire, ça pourrait être le maire d'une ville, hein, quand on fait un film politique et puis on suit un maire aveuglément ou c'est lui qui manipule son petit monde. Là, il a ce côté, oui, entre le prêtre, la secte, le guide du peuple. Alors c'est marrant, moi j'ai présenté le film dans d'autres salles et puis chacun se raccroche à des éléments qui le touchent personnellement et puis le côté comme ça, un peu manipulateur, plus le feu de temps en temps. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a parlé du nazisme aussi et moi je n'y vois pas évidemment ça, mais je comprends en fait comment ça peut faire réagir certaines personnes. C'est surtout dans cette séquence finale où il y a quelques fugaces regards plans des yeux de Christopher Lee où on se dit peut-être que son personnage, il a peut-être autant raison qu'il a tort. Et puis il y a ce côté, oui, se faire manipuler, puis d'un seul coup, comment la foule devient, d'un seul coup, peut condamner quelqu'un sans raison, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est l'héritage de plein d'autres films qu'on a vus. Et même en salle, les séquences des masques sont impressionnantes parce que le film, ça en fait, participe c'est du bizarre. Une démarche inverse où on ne va pas démasquer les gens. En fait, normalement, en film d'enquête, on imagine que les gens vont être démasqués. Là, c'est limite l'inverse. Ils deviennent eux-mêmes à partir du moment où ils se remasquent en fait. Et puis c'est le moment, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les carnavals, c'est-à-dire que c'est le moment où on se masque, on change de personnage et tout est permis. Là, ce qui se permet, c'est en effet le sacrifice, mais quelque chose qui est, j'ai envie de dire, la nuit des temps, et qui nous renvoie en effet, une fois de plus, à opposer, j'ai envie de dire, la romantique versus, d'un seul coup, l'église chrétienne et Jésus qui débarque au milieu de l'Empire. Enfin voilà, ça renvoie à tout ça en fait. Je pense qu'il y a plein de connotations autour de la religion, et il y a quelqu'un, moi aussi, qui m'a raconté en sortant du film, en voyant la fin et le bûcher feu qui tombe, qui m'a dit j'ai vu la flèche de Notre-Dame. Enfin, voilà, c'est paradoxal les réactions des spectateurs. Tout à l'heure on parlait de cette notion de passeur. On a dit qu'Alain Schlockhoff a permis au film d'être découvert en France. Il y a eu Jean-Pierre Dionnet avec Cinéma de quartier ensuite qui a permis pendant un temps de rendre le film accessible. Je crois que le film est resté dans les studios Canal. Et aujourd'hui ce qui est marrant c'est que le film est accessible, ça tu vas pouvoir plus nous en parler donc grâce à toi. Il y a aussi une Final Cut je crois disponible en VOD sur Shadows. Donc on voit que le film vraiment arrive à revivre. En fait, la version qui sort en salle, c'est la version qu'on appelle Final Cut. Je te réexpliquerai. D'accord, nickel. En fait, même je pense que tu vas pouvoir expliquer. La question que je voulais, c'est si par rapport à Jean-Baptiste Auré, sa collection avec My Day, en quoi a-t-il participé au bonus? Que je sais que ça, à mon avis, ça doit être un film qui lui porte grandement à cœur. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, en sortant de Midsommar, quand je lisais, j'avais adoré, et que je lisais les interviews, et que tout me renvoyait dans les interviews à Ari Aster, aimant Wickerman et déclarant son amour pour Wickerman, à quel point il était influent pour lui pour faire ce film-là. Je me suis dit, il faut que je le voie, parce que j'en avais toujours entendu parler, je l'avais pas vu, et j'en avais entendu aussi parler par le côté musique de film, parce que le 33 tours était assez collector, et puis les gens qui sont fans de musique de film, voilà, c'est vrai que la BO est culte, et on la trouve pas en fait, bizarrement. Après si, on peut la trouver maintenant sur des Deezer ou autres formes, quoi, ça, ou sur YouTube, hein. Mais il n'y a pas de CD ou 33 tours dans les bacs, il faut vraiment le dénicher ou le commander. Donc moi, pour voir le film, j'avais pas de solution. Sinon qu'en France, il existait avant un DVD édité dans la collection Studio Canal Cinéma de quartier par Jean-Pierre Dionnet, qui lui-même avait montré le film dans les années 90 dans sa case Cinéma de quartier, donc vraiment dédié au genre, hein. Ça allait de Mario Bava, Ricardo Freda, voilà, et il y a Wickerman qui était passé, hein. Si vous allez sur YouTube, on peut, je pense, trouver, on tape, encore cette petite présentation. Voilà, sa présentation, c'est super génial. Il y avait des trucages de l'époque où il était en incruste derrière dans les images, c'était assez drôle, mais c'était les débuts d'un truc, hein, vraiment. Ça nourrit plein de cinéphiles. Et en fait, moi, quand j'ai voulu voir le film, ce DVD était introuvable, il était épuisable, il n'existait pas. En France, il n'existait plus rien en France. Sinon, voilà, de temps en temps, il y avait une copie et elle pouvait circuler dans des cadres très particuliers pour le Festival de l'Étrange ou autre. Et en fait, je me suis rendu compte, cet été-là, moi je suis abonné à Canal+, c'était sur la plateforme MyCanal. Et c'est un film qui appartient au catalogue de Studio Canal. Donc en fait, si le film peut le sortir, c'est parce que Studio Canal a les droits du film et le diffusait sur sa plateforme. Par contre, ce qui n'existait pas, c'était justement la version Final Cut. C'est-à-dire que ce que je racontais tout à l'heure, quand le film est sorti pour la première fois dans les années 70 avec Ne vous retournez pas, il a été sorti un peu amputé. C'est-à-dire qu'il a duré de 1h40 initiale,
C'est la version, j'ai envie de dire, complète du réalisateur. La Director's Cut a fait 1h40. On a même failli perdre des scènes de nu à cause d'un copain un peu jaloux. On est passé à un film d'1h25 en salle. Quand en France il a été montré, donc il était montré surtout dans cette version d'1h25 parce que c'est la copie qu'on utilisait. Et quand en 2013, pour les 40 ans du film, Nora étant devenu culte en Angleterre, la BFI, donc la Cinémathèque anglaise, a décidé de célébrer ça et de restaurer le film le plus complet possible, ils ont essayé de retrouver et de numériser, de restaurer la version d'1h40. Et en fait, ils n'ont pas réussi. Et le mieux qu'ils ont pu avoir, ils ont fait un appel, il y a une page Facebook où il y a un moment, on demande, au début des années 2010, dans le monde entier, voilà, est-ce que vous avez du matériel et tout, pour essayer de composer cette copie-là. Et là, en fait, on arrive à un entre-deux qui est une version d'1h33-34, donc qui est pas loin de la complète, d'1h40, qu'on appelle la Final Cut. C'est pas la Final Cut parce qu'elle est remontée, c'est la copie finale qu'on puisse avoir en fait. Et donc cette copie, elle existe depuis 2013 en Angleterre. Il y a eu quelques séances et puis une petite ressortie en salle. Il y a une édition DVD Blu-ray du film que moi je me suis procuré, donc avec un Blu-ray anglais non sous-titré. Et donc tout ça est en Angleterre avec Studio Canal anglais, restauré depuis 2013. Mais en fait ça dort. Ça dort parce que la société Studio Canal, c'est une société qui se constitue de films que Studio Canal a produit. Donc Canal+, dans les années 90-2000, et puis d'autres films qu'elle va racheter au sein de catalogue. À bout de souffle, c'est un film Studio Canal, que Studio Canal n'avait pas produit, mais qu'ils ont à nouveau restauré. Le Cercle Rouge aussi, c'est les copains de Carlotta qui doivent le sortir. C'est chez Studio Canal. Elephant Man, c'est chez Studio Canal aussi. Et donc là, en l'occurrence, il y avait du matériel en Angleterre, mais non sous-titré français. Donc moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis entré en relation, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose, et c'est ce matériel restauré anglais qu'on a fini de sous-titrer entièrement en français pour avoir une copie pour la salle. Donc c'est vrai que moi, au début de l'année 2020, quand je m'apprête à sortir le film et que le confinement arrive, la collection Make My Day que dirige Jean-Baptiste Totoré, donc qui déniche toutes les pépites du catalogue Studio Canal, il n'était pas question qu'il le fasse. Jean-Baptiste connaissait le film, etc. Et c'est vrai que lui, il avait pioché dans des films qui étaient jamais sortis en DVD ou en Blu-ray. Et là, en l'occurrence, le fait que le film soit complètement épuisé, ils se sont dit bon, il va rejoindre la collection. Et puis on s'est mis d'accord. L'idée étant que moi, je sortais le film en salle. Et puis d'abord, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été rattrapé par le confinement. Le film aurait dû sortir en novembre en salle, et eux, ils sortaient. C'était le dernier film de l'année en décembre. Et puis le film n'est pas sorti en salle, mais il est sorti d'abord en DVD Blu-ray, qui a nourri un peu la presse, donc tout le monde a un peu parlé du film par rapport à la sortie salle, par rapport à la sortie DVD Blu-ray. Et entre-temps, Studio Canal a fait son boulot et l'a proposé aussi à d'autres plateformes, dont Shadows, qui est spécialisé dans le cinéma de genre. On peut que vous recommander d'ailleurs Shadows aussi. Ouais, c'est super. C'est des partenaires, je crois, ils sont partenaires de Grindhouse au festival. Je crois qu'ils sont partenaires de nos amis aussi de Grindhouse Paradise. Là, on avait vu. Il faut les saluer parce qu'en fait, Grindhouse Paradise, c'est un tout jeune festival qui a lieu à Toulouse avec l'American Cosmograph. Ils m'avaient appelé très en amont pour proposer le film, et puis il y a eu le confinement. Et quand on a rouvert les salles, ils ont voulu quand même maintenir leur première édition. Donc ils ont fait c'est là où on s'est rencontrés, début septembre. C'était un super festival et je leur souhaite plein de bonheur pour la deuxième édition qui va pas tarder. Donc dernière question, moi j'aimerais qu'on parle juste de l'actualité prochainement de Lost Film. Je pense qu'on parlait de Jean-Baptiste Toré, j'imagine que c'est le hasard. La prochaine actualité. Ça va être son film sur Michael Cimino, je crois. Oui, c'est un projet de longue haleine. Jean-Baptiste m'avait parlé qu'il avait un documentaire qui préparait autour de Michael Cimino. J'avais eu la chance de sortir en salle We Blew It. Oui. Son premier film pour le cinéma, qui était une lecture de l'Amérique des années 70, de l'influence de la contre-culture et à quel point elle a infusé jusque dans la société contemporaine. C'est une façon de parler de l'Amérique des années 70, de l'Amérique de Trump. On y voit Paul Schrader. En rencontrant à la fois des cinéastes que Jean-Baptiste affectionne, qui ont connu cette période-là, et en gros, qu'est-ce qu'elle est devenue cette période de contre-culture, comment d'un seul coup on a pu rêver un monde complètement différent, révolutionnaire et libertaire des années 70 avec une jeune génération de cinéastes, et comment on en est arrivé presque à l'antithèse quelques années plus tard en élisant Donald Trump. C'était il y a 5 ans. Et puis là, le prochain voyage, ça sera un voyage en Amérique et
et autour de la figure de Michael Cimino, moi qui est un réalisateur que j'adore, et puis Jean-Baptiste avait une vraie attache aussi, c'est quelqu'un dont il était proche, avec qui il avait rencontré, avec qui il avait pris la route, qu'il avait enregistré oralement pour donner naissance à un livre qui s'appelle Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique. Et donc là, quelques années plus tard, il revient à la source, je vous en raconte pas beaucoup, mais il revient à la source un petit peu de tout ça, et notamment il y a un très beau moment que vous découvrez dans le film qui est autour de la communauté de Mingo Junction, qui est la petite ville qui a accueilli une grosse partie du tournage de Voyage au bout de l'enfer, toute la partie au début avec le mariage, et voilà, les gens qui travaillent à la scierie, voilà, il retrouve, il va sur les lieux du tournage, il retrouve quelques figurants et d'autres personnages proches de Cimino. Je vous laisserai le découvrir. Là, on le propose en avant-première mondiale au Festival de La Rochelle, et puis j'espère qu'on sera en salle pour le mois de novembre. Voilà. On l'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup Marc d'avoir répondu avec à nos plaisir. questions. Merci beaucoup bien sûr au Dietrich d'avoir organisé cet événement en province. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis écoutez, procurez-vous le DVD. Le film est déjà sorti, il est disponible. Si vous avez vraiment l'occasion de le voir en salle, ça c'est incroyable. Il faut voir ça projeté. C'est The Wicker Man bien sûr de Robin Hardy. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt.